Bonjour, ravi de vous retrouver pour la quotidienne du 14 juin, journée dédiée à la grève des femmes. En plateau, on accueille Danielle Axelrou, femme engagée à Nyon. Elle revient sur le Stamm des femmes à Nyon, mais aussi sur la signification de cette journée. En sport, petite plongée dans la piscine en compagnie du président du CNN, Stéphane Ferrer, et puis avec lui, le coach de l'équipe, Zoltan Hick. Enfin, en culture, l'Élastique Citrique se réjouit de retrouver son public pour une journée portes ouvertes le 19 juin. Petit tour d'horizon, mais aussi on parlera spectacle, atelier et parcours libre de cirque. « 30 ans après la grève des femmes, les Suissesses se mobilisent une nouvelle fois ce 14 juin. De nombreuses actions sont prévues dans tout le pays pour réclamer des hausses de salaire, combattre la réforme de l'AVS ou alors exiger une meilleure protection contre les violences sexistes et sexuelles. On en parle aujourd'hui avec notre invitée du jour, Danielle Axelrou. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes une femme engagée à Nyon. Vous avez créé le Stamm des femmes à Nyon. On en parlera d'ici quelques instants. Mais cette journée du 14 juin, qu'est-ce qu'elle représente pour vous ? Bon, c'est un moment fort. Bien sûr, ça rappelle le 14 juin 2019. Autant de femmes se sont mobilisées, sont allées dans la rue et qui se sont mobilisées aussi là où elles étaient si elles ne pouvaient pas manifester. Mais c'est un moment pendant l'année. Il faut dire que le mouvement de la grève féministe, il existe toute l'année. Ouais, c'est un mouvement qui existe toute l'année et puis vous dites que vous vous rappelez de la grève féministe de 2019 mais aussi celle de 1991. Est-ce qu'il y a peut-être des différences entre ces deux grèves ? Moi, ce qu'il y a de différent, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a comme outil tous les liens sociaux, tous les réseaux sociaux, on utilise WhatsApp, on peut se voir via Zoom. Je veux dire, en 91, la situation était beaucoup plus difficile. J'ai lu une interview de Christiane Brunner qui disait « Je ne savais pas s'il y aurait des femmes, si elles répondraient à l'appel ». Alors que nous, on est beaucoup plus interconnectés. Ouais, plus interconnectés, ça c'est plutôt un avantage. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé depuis 1991 dans la condition des femmes jusqu'à nos jours ? Est-ce que les choses ont vraiment changé ? Alors, il y a des choses qui ont changé parce que après 91, la loi sur l'égalité a vu le jour, enfin. C'est-à-dire que le principe d'égalité avait été voté dans la Constitution en 1981, le 14 juin. Mais 10 ans après, il n'y avait encore rien de concret pour pouvoir régler des cas de discrimination concrètement. Et donc, cette loi a vu le jour. Et après, il y a eu la 10e révision de l'AVS qui a été appelée la révision des femmes, car elle a été préparée par des femmes et elle a vu l'introduction d'une rente individuelle pour les femmes. Ce n'était pas le cas. Hein. L'homme recevait une rente de couple, mais la femme n'avait pas de rente à elle. Ensuite, il y a eu l'introduction du splitting, qui égalise les différences de revenus à l'intérieur d'un couple. Et il y a eu les bonifications pour tâches éducatives et d'assistance. Et ça, c'est juste révolutionnaire, car c'est la reconnaissance du travail non rémunéré des femmes. Ces questions fiscales, c'est vrai qu'elles vous intéressent parce qu'elles font partie de votre parcours. Vous en avez fait votre métier puisque vous êtes experte fiscale. J'aimerais savoir de manière personnelle, peut-être, rentrer dans ce milieu-là qui est peut-être aussi, a priori, on dit, dédié aux hommes. Est-ce que c'était difficile ? Est-ce que c'était déjà un combat, une manière de combattre quelque chose pour vous ? Bon, moi, j'ai eu d'abord beaucoup de chance parce que j'ai commencé ma carrière dans une société où le patron était visionnaire et lui, il engageait des femmes, alors qu'aucune fiduciaire n'engageait des femmes. Donc, je me suis retrouvée dans un endroit où les femmes avaient leur place. Et puis, après, j'ai créé ma propre entreprise pour pouvoir faire les choses à ma manière. Voilà. Ce qui veut dire que, quelque part, c'est aussi la responsabilité des femmes. Vous avez voulu, vous, prendre une place. Oui. Mais je pense que je suis une entrepreneure dans l'âme. J'aime mettre sur pied les choses. Je suis une personne active et engagée. Une personne active et engagée, une femme engagée à Nyon, est-ce que vous vous dites féministe ? Ah ben oui, absolument. Absolument, sans doute, sans aucun doute, parce qu'aujourd'hui, on pourrait sentir une certaine réticence de la part de certaines femmes de se dire féministes, vous le comprenez ? Oui, effectivement, mais
quand on regarde comme les choses avancent lentement en Suisse, à quel point les femmes sont encore discriminées, c'est juste ahurissant. Je dirais, il y a des différences de salaire. La différence moyenne de salaire entre les hommes et les femmes, elle est de plus de 1500 francs. Et la partie non explicable, alors voilà, la non explicable, où on dit, mais oui, mais non, c'est pas le métier, c'est pas la position, c'est pas le nombre d'années d'expérience, absolument inexplicable, c'est 686 francs par mois. Et cette différence, elle est plus grande au fur et à mesure que vous avancez en âge. C'est-à-dire que le gender gap, plus vous avancez en âge, plus il est gros. Et maintenant, c'est ces femmes-là qui gagnent beaucoup moins que les hommes qu'on veut faire travailler une année de plus. Alors, vous avez créé justement le Stamm des femmes. C'est un groupe que vous avez voulu mettre sur pied après justement le mouvement et la grève féministe du 14 juin 2019. Comment ça s'est fait, ce groupe ? Il y a eu des rencontres. On a fondé un petit groupe, les femmes sages à Nyon. C'était les femmes à partir de 40 ans, quasi. On avait envie de se retrouver entre nous, puis de réfléchir aux choses qui nous étaient plus importantes. Et dans ces discussions, moi j'ai amené l'idée du Stamm des femmes. Et puis voilà, ça s'est bien atterri. C'était une idée qui plaisait. Et ouais. Donc ça s'est fait. Et concrètement, j'ai eu l'aide de la ville de Nyon. Une fois, je me suis retrouvée avec Anne-Catherine Mertz, qui est responsable de la cohésion sociale à la ville de Nyon. On a parlé de différentes choses, et quand je lui ai parlé de cette idée de Stamm des femmes, elle était enthousiaste. Et puis, alors quand elle a appris que j'étais expert fiscal, elle a dit « On pourrait faire des ateliers de déclaration d'impôts ». Et donc, c'est comme ça que nous avons commencé ce printemps. Ouais, c'est comme ça que le groupe des Stamm des femmes qui est né. Aujourd'hui, qu'est-ce qui compose ce groupe ? Il y a une quinzaine de femmes de Nyon et de la région. C'est des femmes de tous âges, de toutes situations, mères de famille ou pas mères de famille, vivant seules ou pas seules, professeurs d'université ou travailleuses. Donc, j'entends bien, c'est un groupe qui finalement a plusieurs âges, des personnes aussi de plusieurs parcours différents. Vous ne faites pas de différence, et les hommes dans tout ça, est-ce qu'ils peuvent venir ? Alors non. Non, c'est le Stamm des femmes. C'est un endroit pour que les femmes puissent se réapproprier des domaines que certaines vont peut-être laisser à leurs conjoints, comme les impôts, comme les finances, comme les questions de retraite. Oh, c'est trop compliqué, j'y comprends rien. Mais non, on peut. C'est pas si compliqué que ça. Ouais, pas si compliqué. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui à ces femmes qui viennent ? Quel est peut-être un mot fort, puisque vous dites que vous êtes vous-même une femme engagée. Est-ce que vous avez un message justement à leur faire passer ? Mais oui, mais que c'est pas si compliqué que ça, que c'est important de s'approprier toute sa vie et pas seulement la question de l'éducation des enfants ou bien de la tenue du ménage ou de sa carrière professionnelle. Mais voilà. Pour y revenir, c'est aussi une responsabilité qu'on a, nous, de faire aussi, de tout faire. Oui, et là, il y a des femmes qui sont arrivées, elles faisaient leur déclaration pour la première fois, mais quelle fierté dans les regards. Ouais. Donc on va recommencer l'année prochaine. Cette fois, comme il y a moins, on espère qu'il n'y aura pas ces restrictions sanitaires, on va pouvoir commencer plus tôt, au mois de février, donc surveiller les journaux, l'agenda de la ville de Nyon. Ouvrez vos oreilles. Oui, à Nyon, on avait beaucoup entendu parler aussi du collectif Grève féministe nyonnais. Aujourd'hui, voilà, mobilisation dans toute la Suisse. À Nyon, rien. Vous savez pourquoi ? Non, à Nyon, il y a des manifestations qui se passent au bord du lac, mais j'en sais pas grand-chose de plus parce que je me suis plutôt concentrée sur les mobilisations et l'organisation à Lausanne. Quelles sont vos relations justement peut-être avec ce collectif de grève féministe ? Est-ce que voilà, vous avez pu vous mettre aussi ensemble ? Vous pensez d'une manière générale ? Moi, j'ai trouvé ma place dans ce collectif très clairement. C'est que des ponts, des relations ont pu se faire justement peut-être aussi entre les générations ?
Ça, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, mais c'est très important. Et hier, j'étais à Radio 40 et on était là, des femmes de mon âge et des femmes beaucoup plus jeunes, qui la plupart encore étudiantes. Une était mère de famille. Et ces échanges étaient magnifiques. En fait, on doit se rencontrer sur des thèmes qui sont des non-thèmes, comme celui de la joie, qui nous avait réunis hier. C'est un non-thème, et en même temps, c'est tellement important. Ça permet d'une rencontre personnelle, et à ce moment-là, les générations, c'est pas si important. Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire que finalement, les féministes d'une génération et de l'autre n'ont peut-être pas les mêmes revendications? Mais elles n'ont pas les mêmes vies non plus. Elles n'ont pas les mêmes vies. Par exemple, les personnes d'un certain âge, moi j'ai ma vie professionnelle derrière moi, donc je n'ai pas les mêmes problèmes que les jeunes qui sont à l'université, qui sont victimes de harcèlement et de violences. Pour elles, c'est des thèmes qui sont beaucoup plus présents et beaucoup plus brûlants que pour moi. Oui. Danielle Axelroux, aujourd'hui, votre journée du 14 juin, à quoi est-ce qu'elle va ressembler ? Donc là, je vais reprendre le train pour Lausanne et je vais me retrouver avec mes copines du GT Retraite à la place du 14 juin. Et là, on va s'amuser, il y aura de la musique, on va aussi distribuer du matériel pour expliquer la réforme AVS 21. Qui a donc maintenant été décidé par les deux conseils, les deux chambres. Donc c'est clair qu'au niveau de notre Parlement, l'élévation de l'âge de la retraite des femmes est chose faite. Il y a encore des détails à régler, mais ça c'est un point qui ne va pas changer, si ce n'est qu'un référendum risque bien d'être lancé. Et voilà. Ça fait déjà longtemps que les femmes refusent l'élévation de l'âge de la retraite, tant que les inégalités sont aussi crasses. Ouais, un référendum pourrait être lancé, donc vous serez peut-être aussi à l'initiative, c'est ce que vous sous-entendez ? Alors moi, je n'en prendrai pas l'initiative, mais c'est sûr que j'y participerai de manière active. Ouais, donc ça, c'est pour aujourd'hui, pour le 14 juin. Et puis, si on veut venir justement à ce Stam des femmes nyonnais, comment est-ce qu'on fait, Danielle Axelroux ? Alors, il y a une adresse mail, donc stam.femme.nyon@gmail.com. Alors, on peut envoyer un mail pour demander, mais là, il n'y a pas d'activité prévue pour l'instant. Et sinon, on va toujours inscrire nos manifestations à l'agenda de la ville de Nyon, puisque c'est elle qui nous permet d'utiliser ces locaux, c'est elle qui nous prépare les flyers. Enfin, on est très épaulés. C'est très agréable. Très bien, donc tout ça à suivre aussi sur le site de la ville de Nyon. Danielle Axelroux, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Une très belle journée à vous. Merci. La saison de LNB touche gentiment à sa fin pour le water-polo de Nyon. Après une rencontre victorieuse contre Éguery ce week-end sur un score de 19-13, il ne lui reste qu'un dernier match à disputer. Ce sera contre Berne le 25 juin. Mais on peut déjà le dire, en tout cas à l'heure où on parle, les poloistes du Cercle des nageurs de Nyon ont réussi à briller et décrochent la deuxième place malgré la courte durée de ces championnats. En revanche, même s'il aurait l'opportunité de figurer en Première Ligue pour la prochaine saison, le club a refusé de grimper pour cette fois. On détaille tout ça et on revient sur la saison avec Stéphane Ferrer, qui est poloiste et président du CNN. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexandre. Et Zoltan Hick, qui est le coach de l'équipe. Bonjour Zoltan. Zoltan, je vais te demander déjà, rencontre victorieuse ce week-end, 19-13 contre Éguery, c'était un bon match ? C'était un beau match, mais c'était compliqué de préparer pour ce match parce que Levente, il a eu une blessure sur son pouce et c'était pas sûr qu'il joue. La deuxième étranger a été en quarantaine et du coup, nous avons dû réactiver l'ancien joueur Simon Anissi. Et du coup, Levente et Simonek qui sont joués comme l'étranger et encore un jeune Elamir Nadi qui était avec l'équipe nationale U17 et ça a commencé
doucement, mais après, à partir de la troisième quart, on a pu prendre l'avance et on a marqué 19 goals à la fin. Donc réussi finalement à sauver la mise et donc avec ce match victorieux, mais on voit à ce que tu nous expliques que finalement eh bien, le Covid sur cette saison de championnat se répercute encore, il y a des quarantaines, il y a des blessures liées peut-être justement au peu d'échauffement qu'il y a eu avant les championnats, donc on sent tout ça encore. Oui, tout à fait. Ouais. Stéphane, sur ces championnats, quel est ton regard à toi? J'ai dit très court, ces championnats, il y a eu le Covid avant, il y a eu beaucoup d'arrêts, il a fallu se remettre dans le jeu, et puis là, justement, vous gardez cette deuxième place. Comment tu vois ça, toi? Alors, c'est une équipe déjà où la cohésion est là, il y a une très bonne entente et il y a un très bon fonctionnement. On n'oublie pas que depuis ces 5 dernières années, l'équipe de Nyon a toujours caracolé sur le podium donc, de la Ligue nationale B. La préparation était très compliquée, bien évidemment, puisqu'il y avait des structures dans différents cantons qui pouvaient s'entraîner. Nous, on a commencé les entraînements très, très tardivement et donc ça a péjoré un petit peu la préparation, mais l'équipe de Nyon a été bien présente et le peu de matchs que nous avons eu contre des équipes comme Bissonnay, comme Aiguery, donc le week-end dernier, mais encore Lugano chez nous, a montré que Nyon était bien présent et que le corps de l'équipe et tout le travail qui a été effectué par notre head coach Zoltán a porté ses fruits et la conjonction entre les jeunes et les anciens a aussi bien fonctionné et on sent que tout ce travail qui a été fait avec l'école de water-polo fonctionne très bien. Ouais. Zoltán, on imagine le challenge pour un coach de remettre les joueurs à l'eau et puis de jeter à nouveau le ballon. Ça a été compliqué justement avec toute cette longue pause de se remettre un peu dans le mouvement. Oui, tout à fait. Déjà, il y a deux choses que nous avons perdues, la motivation et le physique. Et le travail, c'était compliqué derrière le rideau, mais après j'ai trouvé le moyen avec les joueurs et voilà le résultat. Ouais, tu as réussi à les booster. Exactement. Sans se faire mal du coup, enfin même malgré quelques blessures. Stéphane, on imagine un bonheur surtout pour toi, pour vous les joueurs, de reprendre ces championnats. Oui, énormément. Tout le monde avait très très envie de renouer avec les sensations dans l'eau. Le sport, le water-polo est un sport très exigeant en plus, donc on parlait de blessures tout à l'heure, c'était aussi très important pour nous, même si on a travaillé à sec avec les systèmes Zoom, toutes ces nouveautés en cardio, etc., mais derrière un écran en digital, donc avec ces entraînements extérieurs, chacun chez soi, etc., donc c'était très compliqué, mais on l'a fait quand même toutes les semaines et l'ensemble du club s'est mobilisé et organisé pour. Et puis après, le fait d'être dans l'eau, ça a été vraiment quelque chose de très important. Néanmoins, on pense à tous nos autres collègues et joueurs du water-polo qui n'ont pas pu s'entraîner encore jusqu'à présent ou très peu. On a une pensée aussi pour eux parce que c'était très compliqué psychologiquement, puisque je rappelle qu'il n'y a que les joueurs de la Ligue nationale et les joueurs des moins de 20 ans qui ont pu se réentraîner par étapes avec parcimonie, mais ce n'est pas l'entier de la section water-polo et voilà. On va parler, Stéphane, maintenant du fait que vous avez refusé cette fois-ci d'aller en LNA là pour cette saison. Pourquoi déjà? Parce que donc, je l'ai dit, vous finissez sur le podium en LNB, probablement deuxième à l'issue du match qui aura lieu donc le 25 juin. Mais finalement, pas de LNA alors que vous avez l'opportunité. Pourquoi? Je pense que c'est une sage décision qui a été prise de façon collégiale, bien évidemment avec Zoltanic, mais aussi avec les différents protagonistes au niveau du staff et du comité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas l'assurance totale, on n'a pas assez de visibilité sur l'année prochaine, notamment au niveau de nos infrastructures, au niveau de la Covid, bien évidemment. Et puis, aujourd'hui, Zoltán et ses équipes travaillent pour pousser cette formation jeune, pour alimenter l'équipe 1, justement. Et aujourd'hui, on trouvait que c'était un peu fébrile, justement. On aurait pu le faire aussi il y a 2 ans, hein. Là, on était prêts. Bon, malheureusement, il y a eu un coup d'arrêt avec la Covid et je crois que là, on est obligé de tout refaire. Aller en LNA pour aller en LNA, redescendre 1 an ou 2 ans après, non, ça ne va pas. On veut vraiment
sécuriser le tout. Et ça, c'est le travail de Zoltan avec ses équipes pour cela. Ouais. Il faut que ce soit le bon moment, donc. Mais Zoltan, il me semble que ce n'est pas la première occasion manquée d'aller en LNA. Ça fait plusieurs saisons qu'à chaque fois, ça vous passe sous le nez. Et notamment, la dernière fois, c'était à cause du Covid. Là aussi, on voit des divergences de calendrier, notamment, qui feraient qu'il y aurait un déséquilibre aussi entre votre équipe et puis les autres de LNA qui n'ont pas repris les championnats comme vous en LNB, qui sont peut-être un peu plus fatigués. C'est pas trop frustrant d'avoir justement encore une fois cette occasion manquée? Si, mais nous avons bien réfléchi, nous avons parlé plusieurs fois et je pense que c'est une décision sage, comme Stéphane il vient de nous dire. Et on va continuer à travailler et on verra. On verra. Donc ça veut dire saison prochaine, donc l'année prochaine, LNB à nouveau, et peut-être LNA l'année encore d'après. Comment ça se profile, Stéphane? Oui, c'est un objectif en soi, hein, on le sait tous. La Ligue A, c'est vraiment là où Nyon souhaite se positionner. Néanmoins, on doit avoir un contingent de joueurs suffisant et surtout une formation et une vraie fluidité sur les équipes qui vont alimenter cette équipe première. Je pense au U17, je pense au U15, je pense au U13, au U11, où là, il y a un vrai travail qui est bien ancré depuis plusieurs années sous la houlette donc, de M. Hitch. Et je pense qu'on va y arriver très, très rapidement. C'est vrai qu'il y a eu ce coup d'arrêt avec la Covid, là, il y a 2 ans. On était vraiment prêts. Nous avons 2 étrangers qui tiennent la route dans l'eau. On a toute une équipe derrière qui pousse et qui est vraiment au niveau, il y avait vraiment quelque chose de très homogène dans cette équipe 1. Et puis il y a des jeunes en devenir, je pense à Elemer, je pense à Loïc, je pense à Andrea, je pense à plein d'autres jeunes joueurs derrière, à Grégory comme gardien de but aussi, qui attend de faire son entrée en jeu. Et je suis très très positif et très optimiste pour les prochains mois ou les prochaines années, parce que la vraie relève, elle est là. Et c'est pas avec nous les plus vieux, on est là juste pour aider, pour compléter et puis donner tout ce service à cette équipe en fait. Concrètement, ça veut dire quoi, Stéphane? Ça veut dire que potentiellement tu vas pas suivre dans cette équipe pour la LNA? Pas forcément, effectivement. Moi, mon objectif, c'est pas personnellement d'aller en Liga. Moi, je me mets au service de l'équipe. C'est que l'équipe y aille, quoi, avec absolument, et que voilà, je suis à la disposition de l'entraîneur et de l'équipe. Et s'ils font appel à moi, je serai là. Puis, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est justement tous ces jeunes qui doivent monter. Et nous, on est là pour sécuriser, verrouiller, compléter, aider à se développer. C'est quoi la suite, Zoltan, en termes de calendrier, du coup? Quel va être le travail à faire? Stéphane parle beaucoup de recrutement, de renouvellement de cette équipe. Il y a la préparation aussi de la prochaine saison. À quoi vous en êtes aujourd'hui? Alors, le grand travail, ça commence toujours en bas. Donc déjà, le recrutement des jeunes, c'est-à-dire il faut alimenter l'équipe U11. Et après ça suit. Donc U11, U13, U15, U17. Et après, il y a une petite transition. On a une troisième équipe qui est actuellement au championnat régional, qui doit prendre encore plus d'expérience pour pouvoir jouer avec l'équipe 1. Donc, si on regarde la pyramide, nous avons déjà fait les bases, mais maintenant, continuer à faire. Continuer à faire. Et Stéphane, il a bien dit qu'on joue avec 4 joueurs de moins 20 ans déjà avec la Ligue B, et eux, ils ont besoin des expériences. Très bien. Bon, on va suivre en tout cas vos aventures avec le water-polo du CNN, bien sûr. Et puis on vous souhaite d'arriver enfin en Liga, donc à la saison prochaine. Merci beaucoup Stéphane Ferrer d'avoir été avec nous. Et merci Zoltan Hick aussi d'avoir été avec nous. Merci tout beaucoup. de bon pour la suite. Merci. L'Élastique Citric se réjouit de retrouver son public le samedi 19 juin. Après plus d'une année sans lui, l'institution culturelle avait l'envie de proposer une journée avec une série d'activités. Au menu, des spectacles, ateliers et parcours libres de cirque. Vous le voyez là à l'image, mais surtout, on va en parler avec nos invités du jour, Nini Pitou et Juliette Pitou. Bonjour, bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. Alors voilà, retrouver son public en un mot,
Qu'est-ce que ça représente pour vous, Nini? Alors, ces temps, ça représente pas mal de choses, puisque, effectivement, notre caserne, on aime bien le vivre comme un lieu de vie et un lieu où les gens peuvent venir voir et y vivre et tout ça, et que, comme la plupart des gens, pendant 1 année et demie, on s'est plutôt cloisonné à l'intérieur, et donc on n'a plus pu ouvrir cette caserne et ce lieu. Mais avec beaucoup de chance, on a quand même pu continuer nos activités de cours et d'école, ce qui nous a carrément sauvés. Ça, c'est clair. Donc, on a un peu travaillé en vase clos et à l'intérieur. Tu dis, carrément sauvé, Nini. Pourquoi? Est-ce que ça a été une période très compliquée qui a remis carrément en cause la vie du cirque, ou qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je pense qu'à un moment donné, oui. Au début, on pouvait imaginer, oui. On ne savait pas, comme tout le monde. Hein, quand ça a démarré, tout s'est arrêté. On était en pleine création. Donc, c'est un détail dans l'histoire mondiale qui se joue. Mais on ne savait pas si on pourrait recommencer. On ne savait pas si tout allait s'écrouler. Mais on a tous été concernés à peu près par la même chose, quand même. Donc, effectivement, pendant 6 semaines, nous, on a cherché des solutions, on a informé, comment on fait, ça va durer combien de temps? OK, on avait la pétoche, nous aussi, hein, comme tout le monde. C'est quoi cette histoire? Et voilà. Donc, on a essayé de comprendre. Et dès que l'école a recommencé les cours d'école publique, en fait, nous, on s'est inséré là-dedans. Et donc, on a dû faire un protocole, toute une histoire, comment on allait faire. Et on a rouvert les cours de cirque, mais alors, version hyper sympathique. Hein. Ouais, la version sympathique, c'est peut-être Juliette qui va nous la donner. La version Juliette, parce que forcément, tu avais les mains dans le cambouis. Comment ça s'est passé? J'avais les mains dans le gel hydroalcoolique, on va dire, plutôt. Alors, c'est vrai qu'on a pu recommencer le 11 mai, mais avec des conditions très strictes, où on devait avoir nous, on a décidé d'avoir un enfant par tapis, pour avoir vraiment son espace personnel. On a tenu quelques semaines comme ça en proposant des activités où on ne se touche pas, où on a très peu de matériel, où on n'a pas besoin de tout désinfecter. Voilà. Donc, on a quand même fait plein de choses et c'était chouette de les retrouver. Ils étaient très contents d'être là aussi. Mais c'est vrai que c'était contraignant parce qu'on ne pouvait pas faire de la boule où on se touche. On a besoin de les assurer, etc. Et heureusement, les règles sanitaires se sont un peu assouplies avant l'été. Ce qui fait qu'on a pu reprendre à peu près nos activités normalement. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et puis, on a pu faire nos stages d'été au complet. On a même rajouté des semaines de stage. Et puis, c'est vrai que comme les gens partaient beaucoup moins en vacances, on a eu la belle surprise de voir que tout était plein, de chez plein. Ouais, donc... L'élastique citrique a dû être, j'imagine, très créatif. Ouais. On entend souvent parler, ou on vous entend souvent dire que l'élastique citrique, c'est aussi un lieu de vie. Qu'est-ce qui l'a permis, ce lieu de vie, en cette période-là? Eh bien, on en avait déjà conscience, mais je pense que c'était très chouette de l'entendre de la part des parents, de dire que leurs enfants étaient ravis de venir chaque semaine et de penser un petit peu à autre chose. Parce que c'est vrai qu'on sortait d'un semi-confinement où tout le monde était resté à la maison, où on n'avait pas vu ses copains, etc. Et tout d'un coup, c'était un peu un pas vers la normalité. Et les tout petits de se dire, OK, c'est quoi ce qui nous tombe dessus? Et puis, on peut enfin retrouver nos copains, s'amuser, rigoler, et puis essayer de penser un peu à autre chose durant cette période. Ouais. Nini, un mot sur cette période aussi. Artistiquement, on sait que ça a été très difficile. Tu es un peu pensive comme ça. Toi, tu en avais carrément marre, ou comment tu l'as vécu, cette période? Non, on avait démarré une création qui s'appelle Un Ensemble. Donc qu'on va jouer. Profiter de ce temps de pause? Non, on avait déjà commencé avant, en fait, septembre 2000, je ne sais plus où on en est, 19, voilà. Donc on était déjà au travail, janvier, février, même les mois avant. Donc le processus était déjà bien lancé. Et je me souviens que le 13 mars, je vais dire ça, juste avant que ça ferme, on avait justement une répétition avec le groupe spectacle, tout ça, et on sentait bien que ça commençait à coincer sérieux, et on a fait tout un exercice où en fait on se mettait en groupe et on faisait de la répulsion. En fait, au lieu de s'aimanter, on faisait Et je me souviens avoir été très touchée par ce moment-là, et à quelque part c'est ce qui est arrivé après. J'entends encore maintenant, quand on se promène suivant dans la rue, comme ça. Donc oui, artistiquement, on va dire, oui, tout s'est arrêté, on a pu tout arrêter. On a essayé de continuer via Zoom et machin, mais c'était un peu compliqué. Ouais, le cirque via Zoom, c'est pas possible. On peut faire des choses, mais pas tout. Le cirque via beaucoup... Ouais, cette manière de vivre, comme sur les tapis et tout ça, non, c'est terrible. Alors, OK, on va être créatif, mais j'entends, c'est pas... Mais personne n'a envie de ça, quoi. Ouais. Enfin, je crois pas.
Bon, heureusement, vous pouvez retrouver le public ce samedi 19 juin. Donc, tu nous disais, Nini, voilà, la compagnie Elastic Citric va présenter ce spectacle, un ensemble. Est-ce que, Juliette, tu peux nous en dire un mot? Oui, alors c'est vrai qu'on a profité que tout se réouvre gentiment pour présenter la première de ce spectacle, un ensemble, qui partira d'ailleurs en tournée cet été dans le coin de la vallée de Joux et environ. Ouais, je peux peut-être juste rajouter, excuse-moi, on devait jouer pour l'inauguration de l'usine à gaz, la première en fait, et on était bien contents et c'était une chouette opportunité de pouvoir mettre ces deux choses. Et l'inauguration de l'usine à gaz a été reportée en septembre, donc on jouera au mois de septembre, mais du coup la première on l'a fait chez nous. On l'a fait quand même chez nous le 19 juin. Et puis tout d'un coup on s'est dit, donc là actuellement on est en train de faire tous les spectacles de fin d'année des cours, donc déjà on peut le faire cette année, c'est super. Et puis on s'est dit, on peut de nouveau accueillir du monde à l'intérieur ou même en extérieur, il fait beau. Profitons de faire une journée porte ouverte et en même temps on ouvre les inscriptions pour la rentrée de septembre. Et le samedi, il y aura notamment ce spectacle à 11h. Et toute l'après-midi, il y a des ateliers gratuits pour les enfants à partir de 2 ans avec un parent et 5 ans tout seul pour venir découvrir un peu notre lieu, ce qui s'y passe et puis pourquoi pas s'inscrire pour la rentrée. Ouais, donner envie aux enfants de s'inscrire et aux plus grands aussi. Nini, où est-ce qu'on en est, ces élèves qui font partie du cirque? Est-ce que vous en avez toujours assez, un peu moins? Où est-ce qu'on on en a, en fait, on a de la chance. On en a le même nombre depuis maintenant beaucoup d'années parce qu'on ne veut pas en avoir plus, en fait, mais on a de la chance de ne pas en avoir moins non plus. Donc l'école est pleine. On avait décidé de ne pas en avoir plus. On aurait pu faire des succursales à un moment donné, mais non, on n'a pas fait ça. Donc, non, on a toujours à peu près 350 élèves. Voilà. Ouais, 350 élèves, et puis parce que l'été arrive et approche à grands pas, je sais que d'habitude vous avez pour habitude de faire ces stages d'été. Est-ce qu'ils auront lieu cette année? Bien sûr. Bien sûr. Oui, ils auront lieu, ils sont déjà même complets. Ils sont complets. Voilà. Vite, si vous voulez vous inscrire trop tard, comme quoi il faut y aller vite avec l'Elastic Citric. Et puis, voilà, on retrouvera aussi ce spectacle à l'usine à gaz. Nini Pitou, Juliette Pitou, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très longue vie au cirque. À bientôt. Merci. C'est déjà terminé pour la quotidienne du 14 juin. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Demain, vous retrouverez Alexandre Caporal à cette même place. Quant à nous, on se retrouve très vite. Excellente suite de programmes sur New Région Télévision.